retrouver à vos côtés pour tenter cette aventure qui se veut fructueuse et enrichissante. Merci en tout cas d'être là. Merci d'être toujours aussi nombreux devant votre télévision, devant la RTI et plus précisément RTI 1, car à 12h GMT, on est tous... C'est Amélie! Eh oui! Aujourd'hui, je suis avec mon meilleur docteur. Ouais. Docteur Philo. Oui, je vous en prie. On est ensemble. On est ensemble. Il est fidèle. Jusqu'en décembre, voilà. Il est toujours fidèle. Non, il faut être fidèle dans la vie, c'est important. Et puis voilà, c'est... Enfin, juste au niveau de l'émission. Hein. Les gens... Allez, merci à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tout ce public. Ils ne sont pas nombreux, mais ils font assez de bruit quand même. Ouais, bien sûr, ils sont chauds là. Je voudrais... C'est ça, on fait l'effort chaque fois, on fait violence sur nous chaque fois, de vous faire plaisir chaque jour à partir de 12h sur RTI1. Et je vais profiter pour remercier, quand même, dire un grand bonjour à tous ceux qui nous suivent du côté de la diaspora et tout ça, parce que c'est eux qui chaque fois nous appellent. Et j'ai même un qui est à Abidjan en ce moment, c'est lui qui m'a apporté ça. J'ai pas Coco, c'est lui-même qui m'a envoyé des fils au tien. À ce midi, on prend rien, mais il est venu là, j'étais sur moi, j'ai sur lui, j'ai sur moi. Joe, on peut laisser ça dans la rue et puis quelqu'un va prendre. Et donc j'ai récupéré. Son nom c'est Abou Bandi de Kabongo, bienvenue. Il est arrivé. Abou Bandi de Kabongo. Abou Bandi de Kabongo, c'est un grand promoteur de spectacle à Paris. Et puis il est arrivé ce matin même, actuellement, l'avion même qu'il a envoyé même là, le moteur encore en marche à l'aéroport. On m'a appelé donc, c'est vulgaire. Merci. J'aime pas ça. Merci beaucoup, c'est nous qui t'avons provoqué, Dr Philo. Eh bien, chers téléspectateurs, encore une fois, nous avons le plaisir de vous présenter un modèle de réussite doublée d'intelligence et de persévérance. Eh bien, le thème, je vous le communique tout de suite, de vigile, je me retrouve à la tête de 4 entreprises. Vous vous demandez bien comment est-ce que cela est arrivé. Nous allons à présent recevoir ce président directeur général du groupe J3A Technologies depuis 2001. Son nom, c'est Jean-André Aipo, que je vous demande d'applaudir. Il est également président de l'ONG Development Actions, expert reconnu de la lutte contre la pauvreté par la création massive d'emplois. Jean-André Aipo, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. On est très heureux de vous recevoir et on est impatient surtout d'écouter et d'entendre votre témoignage. Mais avant de vous donner la parole, nous la passons à notre docteur parce qu'il a son mot à dire. Docteur Philo, c'est à vous de jouer. Merci. Bienvenue, monsieur Aipo. Déjà, de vigile à être à la tête, je retrouve à la tête de 4 entreprises. Déjà, le nom même dit, philosophiquement parlant, quand on dit Aipo, même à Niabois, ça veut dire, oui, venez jouer. Aïe, à quel pot? Aipo, c'est qui est là. Donc, c'est quelqu'un qui vient jouer. Il vient jouer l'entrée. Moi, je ne suis pas surpris. Tout ce que vous faites, on le dit toujours, il faut prendre ça au sérieux. Vigile, déjà, c'est quelqu'un qui est très vigilant. C'est pourquoi ils sont là, ils suivent. Ils sont très vigilants, c'est pourquoi ils sont vigiles. Voilà, il faut être vigilant à tous les points, quelque chose. Et puis, être à la tête d'une entreprise, gérer une entreprise, c'est gérer des êtres humains. La gestion humaine, c'est très important. Et déjà, c'est depuis la base. Ça dit, quand les vigiles sont habillés en jaune, noir, là, vous savez quoi? Le jaune, c'est le symbole du soleil. Ça veut dire que le soleil va se lever. Le haut, le bas est noir. Sa vie est sombre d'abord. Et quand ça arrive là, le soleil se lèvera un jour. Donc c'est une connue. Je veux dire. Alors là, j'ai du mal à comprendre. Quelle est la corrélation entre vigile et chef d'entreprise alors? Oui, je veux dire qu'il a été tellement vigilant quand il était vigile qu'aujourd'hui, ça le suit. Voilà, être vigile, c'est prêter attention à tout ce que... C'est-à-dire la gestion humaine. Les vigiles au portail, là, quand quelqu'un vient, c'est-à-dire... Ils ont une certaine... C'est-à-dire, il y a un norme qu'il faut respecter. Tout à fait. Vous venez parfois, on vous demande, il faut avoir une pièce d'identité, tout ça là. Donc, il ne faut pas céder. Donc, quand tu arrives, il est strict. Il est strict sur le travail. Il est vigilant sur sa poche. Il est très vigilant. Parce qu'il y a des filles qui viennent, elles n'ont pas de pièces d'identité. Elles sont là, elles font les yeux doux au vigile. Je vais rentrer. Lui-même, il sait qu'elle ne doit pas rentrer. Mais... quand il dit non, il pleure. Parce qu'il sait qu'une jolie femme là, ça va. Il va refuser une jolie femme qui pourrait lui apporter quelque chose. Donc, il faut être vigilant à tous les points. C'est-à-dire tout ce que vous faites là. Moi, je dis qu'aujourd'hui, moi, je sais pas, une jeune fille, tu peux être une fille de 18 ans. Toi, tu es un père de famille de plus de 40, 50 ans. Et puis, c'est la jeune fille qui va gérer toi ta poche. Soyez vigilant économiquement sur les poches. Moi, je connais des vieillards où la jeune fille, comment elle appelle ça, truc de banque là, l'argent là.
La carte magnétique, là? Carte magnétique. C'est la fille qui garde. Elle a tout le code. Quand elle va, à la fin, elle va retirer, elle fait ça. Tiens ça, tiens ça, tiens ça. Puis le reste là, elle met sur elle-même. Et je veux dire que souvent, quand on n'est pas vigilant dans la vie, ça nous porte des préjudices dans nos foyers. Une femme, c'est une anecdote que je vous raconte rapidement, monsieur le chef d'entreprise, avec votre permission. Une femme, dans son foyer un jour, son mari était tellement sage, il était tellement bien dans le foyer, elle lui donne 5 000 aujourd'hui, va me tromper. Oui, il prend les 5 000. Les aventures de Dr. 5 minutes après, il rentre dans la maison. Elle dit, tu es quitté où? Il te donne 5 000, il va me tromper, non, tu es quitté où? Il dit, non, je suis quitté chez la voisine d'à côté, là, je ne suis pas allé loin. Elle dit, va prendre les 5 000 francs là. Parce que son mari, quand il vient ici d'habitude, il ne donne pas 5 francs. Oh là là. Non, elle n'est pas abusée. Voilà. Je me demandais bien à quoi la chute allait ressembler, mais franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Merci beaucoup, Dr. Philo. Je vous en prie. Et je reconnais qu'il se passe beaucoup de choses dans votre tête. Franchement, merci infiniment. Et je vous invite tout de suite à aller pour la question du micro-trottoir. Qui est votre modèle de réussite et pourquoi? Moi, particulièrement, j'admire plus les personnes qui, malgré qu'ils n'ont pas un niveau d'études très élevé, font quand même des efforts, qui entreprennent pour pouvoir avoir des réussites personnelles. Par exemple, Mark Zuckerberg qui a créé Facebook, ainsi de suite. Donc, ce sont des personnes qui sont des exemples pour dire qu'on n'a pas besoin forcément de faire de grandes études pour pouvoir réussir dans la vie. On peut commencer par un tout peu et progresser au fur et à mesure. Voilà, je pense que c'est des modèles, c'est des gens qui inspirent la jeunesse d'aujourd'hui. Yaya Touré Nyenyeri, parce que il y a une vidéo pendant qu'il était à l'Académie Mimo Sifcom. J'ai vu cette vidéo où il était encore très jeune, où il avait dit comme ça qu'il souhaiterait jouer une fois au Barça et il a travaillé pour y arriver. Mon modèle de réussite, c'est Anne Lotto. Elle était mon ancien ministre. J'aime son combat. On sent qu'elle veut travailler vraiment pour son ministère. Et cela me plaît en elle. Irie Lou Colette, très battante, dynamique. En tout cas, je prie le bon Dieu qu'il m'ouvre les portes, que je sois comme elle aussi. C'est une star appelée Lewis Hamilton. Sérieusement, dans le monde entier, il me plaît beaucoup, de façon physique. Son courage a toujours remonté le défi face à ses camarades et surtout avec plusieurs pilotes. Et lui, il arrive toujours à sa sortie, toujours des performances, toujours vouloir gagner, toujours. Moi, ça me plaît beaucoup. Je rappelle que notre invité, c'est monsieur Jean-André Aipo. Jean-André Aipo, il faut dire que vous êtes le benjamin d'une famille de 30 enfants. Oui. Voilà, et vos parents rêvaient de vous voir devenir médecin. Tout à fait. Mais votre passion se trouvait ailleurs. Tout à fait. C'est bien cela, on vous écoute, oui. On écoute votre belle histoire. Oui, en effet, je suis le dernier d'une famille de 30 personnes. Frères et sœurs, avec beaucoup de réussite, de succès parmi les dévanciers. Des diplomates. Des diplomates, des hauts fonctionnaires, des enseignants à l'université, des syndicalistes. Mais il n'y avait pas de médecin. Voilà. Donc, ils ont fait tout ça, mais ils n'avaient pas de médecin. Donc, du coup, leur seule chance d'avoir un médecin dans la famille, c'était moi, puisque je suis le dernier. Donc, ils ont monitoré un peu mon évolution au collège, au lycée, jusqu'au bac. Et là, tout le monde commence à me parler de médecine, d'Abobo Adjamé, de quand je serai médecin, de comment je vais avoir les premiers clients qui seront les membres de la famille. À un moment donné... Ça y est, la vie était toute tracée. Voilà, voilà. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'appelle pour me féliciter, il me parle de médecine. Même ceux qui sont en Europe, quand ils appellent, c'est bien. Là, maintenant, tu seras le médecin de la famille. Donc, à un moment, ça commence à me peser. Et ça crée donc des tensions. Et je commence à leur dire que non, moi, je n'ai pas prévu d'être médecin. Ils n'avaient pas demandé mon avis avant de choisir médecine. Moi, j'ai prévu de faire autre chose. Donc, ils me disent oui, non, bon... Si tu vas à l'école de médecine, si tu vas à Bobo Adjamé, on va te donner même de l'argent tous les mois. Tu n'auras rien à faire. Et puis après ta thèse ici, on va te trouver une bourse ou bien te donner de l'argent. Tu vas aller en Europe pour faire une grande spécialité. Et après, tu reviendras, on va te construire une clinique.
J'ai dit, tout ça c'est bien, mais faites-le pour vos enfants. Puisque vous avez des enfants. J'imagine la colère de vos aînés. Oui, celui à qui j'ai dit ça, il n'a pas très bien pris. Hein. Il a dit, ah bon. En plus, c'est lui qui s'occupait de moi. Il a dit, ah bon, donc, puisque c'est ça, je vais m'occuper de mes enfants. Si tu ne fais pas médecine, tu vas te débrouiller. Voilà. Et à partir de cet instant, qu'est-ce que vous faites? D'abord, je m'inscris. Il essaie d'abord de me faire inscrire à Yamoussoukro. Là aussi, je refuse. Parce qu'il dit qu'il connaît le DG de... En ce moment, ça s'appelait... C'était pas encore Polytechnique. Voilà. Les écoles avaient leur nom distinct. Donc, il essaie de me faire inscrire à l'ESCA, je refuse. Et là, il devient complètement fou de rage. Il dit, c'est fini. Entre lui et moi, il n'y a plus de... Tant que je ne fais pas médecine ou ce qu'il veut, il ne s'occupe plus de moi. Donc là, moi, je cherche à aller en Europe. Mais en entendant d'avoir mon billet, je vais en faculté de sciences éco ici à Abidjan. Et je fais mes démarches sans leur dire. Sauf qu'il y avait deux qui étaient déjà qui étaient ambassadeurs. Donc quand je vais à l'ambassade de France pour demander le visa, on me demande de bien épeler mon nom. Donc j'épelle bien mon nom et puis on me dit, on me rappelle. Au lieu de me rappeler, l'ambassadeur de France appelle mon autre frère qui est ambassadeur pour lui demander s'il me connaît bien. Et puis mon frère dit oui. Et puis il dit, bon, il faut lui dire de venir chercher son visa. Mon frère qui dit, bah, tu voulais partir sans qu'on sache, ben voilà, sans nous, tu ne peux pas bouger. Donc, mais bon, là encore, je suis obligé de négocier pour qu'il accepte le fait que je doive partir. Sauf que la condition, c'est que si je pars à l'aventure et je me débrouille là-bas. Voilà, faut pas que mais là, vos parents veulent coûte que vous fassiez médecine. Et vous refusez, vous êtes catégorique, vous restez sur votre position. Vous sembliez quand même savoir ce que vous vouliez. Ah oui. C'était quoi votre rêve à la base? À la base, je voulais être expert comptable. Voilà. Je voulais être expert comptable, je voulais faire des études d'expertise comptable. Et un jour, je rentre chez un de mes frères aînés. Je rentre dans son bureau, chez lui à la maison, il avait un bureau, une bibliothèque bien. Et puis, il a reçu Capital. Ça vient d'arriver. Je vois dessus, je vois Bill Gates. Donc j'attends qu'il finisse de lire le magazine. Et quand il finit de lire, ben, moi je prends le magazine, je lis. Il y avait un dossier fourni comme ça sur Bill Gates. On parlait des logiciels, de la création de Windows, de Microsoft et tout. Donc du coup, en ce moment-là, je me dis, ah mais donc c'est ce que je vais faire. Ça vous fait tourner la tête. Et ça gagne plus qu'expert comptable, donc c'est ce que je vais faire. Il y avait déjà un expert comptable dans la famille? Il y avait des comptables, oui. Il y a des gens qui ont fait l'ESCA dans la famille. Oui. Il faut changer, tout excelle nuit. Et je veux dire, qu'est-ce qui vous séduisait le plus dans la personne de Bill Gates? Est-ce que c'était la façon dont il avait fait fortune ou c'était ses capacités intellectuelles ou, j'allais dire, sa créativité? D'abord, c'est son intelligence qui m'attire, en fait. C'est sa capacité à résoudre des problèmes. Parce que quand je lis l'histoire, il passe des nuits, à écrire ses programmes sur ses feuilles. Il ne dort pas, il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Et moi, c'est ce qui m'a attiré. Après, derrière, ce qu'il a créé l'a rendu riche. Mais à la base, il a fait ce qu'il voulait. Donc, du coup, moi, je me sentais plus dans cet état d'esprit-là qu'autre chose. C'est surtout pour cela que je refusais. Quand on vient me dire qu'il faut faire médecine, comme ce n'est pas moi qui ai choisi, ce n'est pas ce que je veux faire, donc automatiquement, je refuse. Donc, c'était, dans un premier temps, faire de l'informatique, être sur des projets. En ce moment, bon, je ne savais pas que ça s'appellerait des projets complexes. Mais pour moi, être un grand programmeur, faire des codes, des choses extraordinaires et puis, bon, avoir de l'argent, par-dessus tout, pour montrer aussi à mes frères aînés que ce n'est pas la médecine seulement qui allait me permettre de m'en sortir. Donc, c'est ce que je fais. Et une fois arrivé en France? Ben, arrivé en France, je fais un double cursus. Finance et mathématiques et informatique. Voilà, donc j'avance comme ça à chaque fois. Sauf que je fais un double cursus, donc mes journées sont très pleines. J'ai pas d'argent.
parce que je peux compter sur personne, puisque j'ai dit que j'allais m'en sortir en dehors de la médecine. Donc tout le monde vous regarde? Voilà, tout le monde me regarde. Oui. Ils attendent surtout que je revienne en arrière pour dire vous avez gagné. Demandez pardon. Voilà. Il se trouve que comme je suis pratiquant des arts martiaux, je participe à des compétitions, championnats universitaires de France de karaté, de taekwondo. Et là, je tombe sur des gens qui ont des agences de sécurité. Donc du coup, ils m'embauchent comme agent de sécurité, comme vigile. Donc c'était juste pour vous un tremplin en fait? Ah non, j'en avais besoin, puisque je n'avais pas d'argent. Donc j'avais besoin de financer mes études, de financer ma vie, de financer... Donc je suis vigile, c'est un métier que je fais bien, hein, je le fais très bien même en plus. Quand vous dites que vous le faisiez bien, oui, parce que... c'était de tout votre cœur, vous n'en aviez pas honte? Non, le truc c'est que moi je ne sais pas faire les choses... À moitié. Voilà. Donc, malgré vos diplômes, là, c'est un bel enseignement que vous êtes en train, une très belle leçon que vous êtes en train de nous donner. Malgré vos diplômes, malgré vos ambitions et vos aspirations, vous décidez d'être vigile et de mettre tout à disposition pour que le travail soit bien fait. En réalité, je ne fais pas exprès, au fait. Je le fais bien naturellement. Donc, je suis très bon dans le métier. Et puis bon. Du coup, ça me permet, je commence par surveiller une agence bancaire. Donc, je suis dehors dans le froid. Et puis, comme je suis quand même bien tentée de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous différenciait donc à cette époque-là des autres vigiles? Oui, non, mais j'étais multi-pratiquant de plusieurs arts martiaux. D'accord. Donc, je paniquais pas, au fait. Quand il y avait des situations un peu compliquées, je paniquais pas. J'avais toujours le sang-froid parce que je savais que si ça escaladait, j'avais la possibilité d'escalader aussi, au fait. Donc, du coup... Voilà. Donc, du coup, ça fait que chaque fois que j'étais devant les agences bancaires, donc, quand des clients nerveux arrivaient, que des collègues n'arrivaient pas à s'en sortir, je maîtrisais toujours la situation. Donc, ils ont augmenté mon périmètre de responsabilité. Et puis, ils m'ont envoyé à la direction générale même d'une très grande banque française, où j'étais chargé de sécuriser. Parce que là-bas, le PDG, c'est là que j'ai appris qu'il travaillait, en fait. Parce que même les dimanches, il venait au travail. Donc, j'étais chargé de sécuriser sa sortie. Son bureau était au 37e étage. Ses véhicules étaient au -2. Donc, j'étais chargé de le sécuriser pendant tout ce trajet-là, parce qu'il finissait en plus, même samedi, il finissait à 3h, 4h du matin. Hein. Il rentrait, il revenait dimanche à 9h, 10h, comme ça. Et c'est comme ça qu'un jour, vous allez échanger? Voilà, un jour, à 3h du matin, je suis au sous-sol, au -2, et puis on me demande d'aller sécuriser l'ascenseur spécial. Donc, c'est l'ascenseur du président directeur général. Et donc, quand il descend, il ne trouve pas les mêmes personnes qui sont là d'habitude. Et il était très stressé ce jour-là. Donc, je le salue poliment. Et puis, je lui demande si tout va bien. Il me dit oui. Et puis, il me demande, moi, si tout va bien. J'ai dit oui. Et puis, il me dit, je ne suis pas stressé de le voir. Je dis non, je sais ce qu'il fait. Il me dit, ah bon, comment? Donc, on commence à discuter. Et il se rend compte que je connais son métier, au fait. Et là, il me demande, vous faites quoi? Je dis, je suis étudiant, mais je fais ça pour financer mes études. Du coup, son véhicule était plus bas. Il dit à son chauffeur de monter le véhicule. Et là, lui, ça lui permet de cheminer avec moi dans le sous-sol. Pour en savoir un peu plus. Voilà, pour en savoir un peu plus. Donc, ça lui permet aussi, c'était quelqu'un de très brillant, hein, donc ça lui permet de photographier mon visage. Et au bout de 15 minutes, il était vraiment fatigué. Il me dit, bon, écoutez, j'espère que vous n'allez pas lâcher l'affaire et que vous allez finir vos études et que peut-être un jour, qui sait, on se verra. J'ai dit OK. Et puis on se dit au revoir, il part. Quelques années plus tard, je suis dans la banque. Exactement 5 ans. Ouais. À la direction de la stratégie. Donc, je dirige des équipes. Comment vous arrivez là-bas? En école d'ingénieur. Un des directeurs de la banque était mon enseignant là-bas, à l'école d'ingénieur. Et lui, quand il vient nous enseigner, il ne donne pas les projets école, au fait. Les projets sur lesquels il travaille en entreprise, c'est ce qu'il nous donne comme projet école. Et du coup, je voyais que j'étais son meilleur étudiant. J'arrivais à résoudre un certain nombre de difficultés. Donc un jour, il m'appelle de côté. Il me dit, mais est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire là,
C'est sur ça qu'on paye des gens. Beaucoup de gens chez nous là-bas, ils n'arrivent pas à le faire. Et quand je leur dis que vous pouvez le faire, ils ne me croient pas. Donc, je vais vous faire venir à l'entreprise pour une semaine. On a un projet sur lequel on est en train de... C'est un projet de migration. Donc, on est en train de travailler depuis plusieurs semaines. On ne s'en sort pas. Donc, je vais dire à mes ingénieurs que je vais envoyer mon étudiant. Donc, je leur dis, j'envoie mon étudiant, mais ils ne savent pas qui vient. Il faut dire que ce service-là, le plus jeune des gars dans ce service, il avait 40 ans. Et vous n'aviez pas 40 ans? Ils étaient tous blancs. Voilà, et très bien diplômés. Leur chance, c'est que le langage sur lequel ils étaient en train de travailler, c'est le langage Java. Et le Java est sorti bien après qu'ils soient sortis de l'école, donc ils ne connaissaient pas. Moi, je n'avais pas 40 ans, non. J'étais 24 ans peut-être, un truc comme ça. Et... Les âmes bien nées. Oui, donc... il me fait venir, il me donne une semaine pour les aider à avancer sur le projet. Si au bout de la semaine, ça n'a pas marché, bon, ben, ils ont parié, au fait, donc il aura perdu son pari. Et ils lui disent, on va voir ce qu'il va faire, ton type. Là. Mais ils étaient quand même un peu sceptiques et dubitatifs. Non, c'est des bons, c'est des premiers de classe, au fait. Donc, par définition, personne n'est plus fort qu'eux, dans cette banque-là, surtout. Donc, quand ils lui disent... Lui-même, le chef, c'est un très bon aussi. Donc, quand il leur dit que j'ai un étudiant qui est plus fort que vous, ils ne croient pas parce qu'ils sont nombreux. Et puis, donc, ils sont plus que circonspects, ils sont étonnés, ils essaient de voir qui va venir les aider à avancer tel que le chef. Parce que ce chef-là, ils étaient avec lui parce qu'il était bon aussi. Tel que le chef leur en parle, ils sont étonnés, ils veulent voir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était un noir qui venait. Non seulement il était très jeune, et il était noir. Oui, c'était un noir qui venait. Et puis, qui n'avait même pas 40 ans, en fait. Donc, je devais venir un lundi. Mais on avait des choses à faire à l'école, donc je n'ai pas pu venir le lundi. Et donc, je viens le mardi. Donc, eux, ils avaient déjà commencé à lui dire, ah, ça commence bien. C'est pas sérieux. Non, il a eu peur, même. Il n'a pas pu venir. Nous, Donc, quand je viens le mardi et que je demande où se trouve le service, il y a un qui me reçoit. Mais il pense que je dois être le gars que la compagnie qui maintient les serveurs envoyés pour nettoyer un peu le bureau et puis repartir. Donc, il ne m'envoie pas chez le chef. Il m'envoie dans la salle serveur au sous-sol. Je dis non, c'est ici au 18e que je dois être, c'est pas au sous-sol. Il dit, vous voulez voir qui? Donc, je lui dis le nom du chef. Et là, il tique un peu. Mais il ne m'envoie pas chez le chef. Il me fait passer quand même dans l'équipe. Donc, je fais le chemin, là, le chemin de croix. Donc, je vois tout le monde, je les vois assis, ils sont là, ils me regardent tous. Mais il leur a déjà dit que c'est celui-là qui est censé nous aider, quoi. Donc, ils sont tous là. Donc, ils me font asseoir dans un coin, ils vont voir le chef. Mais c'est un noir. Alors, la suite, c'est dans quelques petits instants. Je continue de garder le suspense. Voilà. La question du jour, la question qui vous permettra, très chers téléspectateurs, de gagner la somme de 100 000 francs est la suivante. Quel chantre a clôturé l'émission C'est midi d'hier? Alors, réponse A, Guy Roger. Réponse B, Boniface. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs cette semaine. Eh bien, je vous livre un secret. Si vous n'avez pas la bonne réponse, allez tout simplement sur la page Facebook de C'est midi. Il y a tout là-bas. Merci beaucoup. Alors, monsieur Aipo, on revient donc à vous. Alors, vous êtes dans l'entreprise. On essaie quand même tous les détours pour ne pas... Je ne sais pas ce qu'on cache exactement. Je ne sais pas si ce n'est pas... Si c'est pour ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres. Mais est-ce que vous arrivez quand même à la direction générale? Oui, non, mais après, parce ils me font asseoir pour aller s'assurer auprès du chef que c'est le gars, là-bas on dit black. C'est le jeune black là, mais c'est un stagiaire, c'est pas celui qui va venir ici pour... Voilà. Bon, pour décanter la situation. Voilà, et puis il leur dit, laissez-le travailler jusqu'à vendredi. Et puis si j'ai perdu, j'ai perdu, quoi. Moi, je leur dis, bon, OK, je les écoute, mais il y a de la rétention d'informations au début. J'arrive quand même à reconstituer l'architecture. La rétention d'informations de quel côté? Du côté de l'équipe, puisque c'était un pari avec leur chef. Donc, mais j'arrive quand même à reconstituer avec les bribes d'informations que j'ai. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, moi, je ne sais pas faire les choses à moitié. Donc, quand je commence une tâche, même s'il est 18 h, si j'ai l'impression que je vais la terminer, si je n'ai pas terminé, je ne vais pas rentrer à la maison, en fait. Je vais rester là.
jusqu'à 5 h du matin, je vais rester là. Si je ne l'ai pas terminé, Donc du coup, avec les informations que j'ai, j'arrive à reconstituer déjà la trame du projet sur lequel ils travaillent. Après, ils finissent le mercredi, ils finissent par me donner d'autres informations et puis on met en place l'équipe pour travailler. Je leur dis que normalement, on doit finir vendredi, mais comme j'ai perdu une journée, peut-être qu'on finira samedi. Ils disent qu'ils ne travaillent pas samedi. Voilà. Ils ne sont pas payés pour travailler samedi. Je dis OK. Donc on travaille mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, on ne finit pas. Mais ils se rendent compte qu'on va finir, en fait, si je reste 2 jours de plus. Donc je lui ai dit, bon, OK, bah, je ne sais pas ce que le chef vous a dit, mais apparemment, j'ai perdu le pari. On n'a pas fini vendredi. Donc, je pense que vous allez finir tout seul. Et ils disent tous, on peut venir samedi pour terminer. Finalement. Oui. Ils acceptent de travailler le samedi. À votre avis, qu'est-ce qui les a convaincus? Ou qu'est-ce qui leur a fait changer d'avis? Ce sont des gens brillants, ils sont très brillants. Donc là-bas, la crédibilité, on l'a par l'expertise technique. Il faut faire ses preuves. Voilà, il faut faire ses preuves, au fait. Ce sont des gens qui ont fait leurs preuves. Donc pour eux, on ne les intègre pas comme ça si on n'a pas fait ses preuves. Et quand ils se sont rendus compte, en même temps, comme ils sont brillants, ils se sont rendus compte que le projet avançait. Puis quand je suis arrivé, on sait où c'était. Ils se sont rendus compte, ils se sont dit, mais si je ne viens pas le samedi et le dimanche, et que je retourne, ils ne vont peut-être pas finir le projet. Donc ils ont dit qu'ils viendraient le samedi. Et le samedi, ils sont venus, on a travaillé. En réalité, on a travaillé samedi, le chef a livré les pizzas, on a travaillé jusqu'à dimanche nuit, quoi, jusqu'à 3 h du matin. Et puis on a fini le projet. C'est comme ça que je suis rentré dans la banque en réalité. Mais avec, je veux dire, avec tout, avec tous ces détours-là, avec un peu de recul, je vais dire, mais pourquoi ils vous ont fait tourner en rond comme ça? Vous vous êtes dit quoi? Vous étiez habillé comment? Vous étiez tous dans votre tenue de vigile? Ou bien vous avez comment? Parce que je vais dire que même il y a des blacks là-bas quand même qui occupent des hauts postes de responsabilité. Mais pourquoi cet acharnement-là sur vous fait tourner en rond, tout ça? Pourquoi? Ben, justement... Vous étiez habillé comment? Ils vous ont vu en comment? C'est une très bonne question, hein, parce que j'ai une amie qui m'a fait la remarque après. En ce moment-là, oui, c'est vrai, je n'étais pas dans le milieu, donc je m'habillais un peu comme un vigile. Voilà, je n'avais pas les codes du secteur. Donc même tout ce que je portais, c'était gros, c'était pas travaillé, je m'en foutais un peu, quoi. Donc si je comprends bien, c'est le déclic par lequel vous créez vos entreprises. Oui, après quand je finis la mission, bon, le directeur, lui, c'était mon professeur. Donc, il s'est servi de ça comme si c'était un projet école. Et après, il me dit... Ah, vous n'avez pas été rémunéré? Non, j'étais content. J'étais même content de le faire, parce que ça m'a aidé plus tard. Parce que chaque fois que je voulais une mission, que je voulais envoyer mes gens à une mission, il me faisait une lettre. Et il est très connu dans le milieu, en fait. C'est une star. Il est très connu. Donc, quand il dit que oui, il approuve ce que moi j'ai dit dans ma proposition, là, ça m'ouvre des portes. Donc, quand j'étais content de travailler pour lui. Parce que je reconnaissais son leadership technique. D'accord. Je l'ai accepté, je n'ai pas cherché rémunération. J'avais en ce moment-là ma petite rémunération de vigile et de barman. Voilà. Mais après... Malgré cet épisode-là, vous continuez quand même à être barman et vigile? Oui, d'accord. La nuit, oui. Sauf que la semaine qui suit, il vient me voir et il me dit de toute façon, tu as presque fini. Tu as presque fini tes études, il faut que tu viennes travailler. Je lui dis, mais je n'ai pas fini. Il dit, mais tu fais ce que des gens qui ont fini même depuis longtemps n'arrivent même pas à faire. Donc, Et donc, c'est parti comme ça, à partir de cet instant, vous ne vous êtes plus arrêté? Donc, il va à l'école déjà, puisqu'il enseigne là-bas. Il va à l'école pour qu'on me donne une dérogation pour aller travailler. Et là, comme ça, je peux venir finir mes diplômes plus tard. Et c'est comme ça que je crée la société et il me donne mes premiers marchés. D'accord. Voilà. Donc il me dit de former des consultants pour les envoyer. Et donc il est mon premier client en fait. D'accord. Voilà. Et le projet de smartphone, comment est-ce qu'il arrive? Ben, justement, quand j'arrive dans cette équipe, c'est l'équipe d'experts. Hein. Donc ils sont vraiment sur les projets avant-gardistes de la banque. D'accord. Et en 2007, ils veulent migrer des applications sensibles sur le mobile. Sauf que
système d'exploitation d'alors n'était pas très sécurisé. D'accord. Donc on se rend compte en interne que n'importe qui peut prendre en main le téléphone de n'importe qui en connaissant son numéro et puis un certain nombre de tâches techniques pour pouvoir récupérer toute l'information sensible qui se trouve là et faire tout ce qu'on voulait. Donc, du coup, je suis en charge de remasteriser un système d'exploitation qui soit capable de verrouiller les ports de communication pour que la banque puisse migrer ses applications sur le mobile banking. Et on a travaillé sur ce projet-là et j'ai fini. J'ai fini la remasterisation du système d'exploitation. Je suis allé présenter devant le comité de direction, donc le PDG de la banque que j'avais accompagné quelques années plus tard dans le sous-sol. Il était là, puisque c'est un gros projet de la banque. C'est son numéro 2 qui était le sponsor. Donc il était là, et pendant toute la réunion, il me regarde. Je parle. Il regarde que mon visage, il est sur mon visage, il ne bouge pas. Et à la fin, il dit, bon, on va valider, puisque bon, ça vient de l'équipe d'experts techniques. Et il me dit, vous ne bougez pas, attendez-moi là. Il se rapproche de moi, il dit aux autres d'attendre, ne plus attendre, parce que c'est le grand patron. Il dit, on se connaît? Je dis, oui. Il dit, on se connaît où? Et puis je lui explique. Et il me dit, ah ben dis donc, ça vous a pris autant d'années pour faire du -2 jusqu'au 37e. C'est ça. Très intéressant. Très intéressant, c'est vraiment édifiant. Du sous-sol, vous êtes retrouvé donc au sommet de l'entreprise. C'est ce qu'il a dit et il expliquait aux autres. Et les autres disent, mais ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec lui ici, c'est vous qui ne l'avez pas encore vu. Il dit, ah non, mais moi je le connais. Je le connais avant vous d'ailleurs. Je l'ai connu dans les sous-sols là-bas. Vous le connaissiez quand il était dans les sous-sols? En tout cas, bravo. On est vraiment fiers de vous. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir parce que vous avez développé des projets très intéressants. Mais voilà, le temps qui nous avait été échu est terminé. Il faut dire que pour ceux qui nous prennent maintenant en marche, Aipo a une forte compétence dans les domaines de l'ingénierie des systèmes d'information, recherche opérationnelle, finance, direction générale d'entreprise, stratégie, services financiers, politique de développement, humain et de lutte contre la pauvreté, expert reconnu dans la lutte contre la pauvreté par la création massive d'emplois. Bah, je préfère quand même m'arrêter là, voilà. Je préfère m'arrêter là. Merci beaucoup et merci surtout d'avoir accepté de venir témoigner sur le plateau de ce midi. C'est un témoignage très inspirant, je veux dire, et qui va forcément servir à ces jeunes qui nous regardent, à tout le monde, à ces jeunes Africains. Et c'est vrai que vous aviez vos diplômes en poche, vous étiez bardé de diplômes, mais cela ne vous a pas empêché quand même de descendre au sous-sol pour pouvoir gravir les échelons. Bravo, félicitations. Tout de suite, nous allons retrouver le sage Haïté. Je suis sûre que la tâche ne sera pas facile pour lui parce que qu'est-ce qu'on peut encore dire à Aipo? Mais il va quand même trouver les mots. C'est parti. Alors, qui désespère de l'Afrique? Pas grand monde après avoir attendu, après avoir écouté l'ami Aipo. Et me reviennent un peu à l'esprit les paroles d'une chanson célèbre de Francis Bébé. Je ne peux pas chanter, mais je peux dire les paroles. Je vois dans le ciel un très bel espoir pour demain. L'Afrique n'a pas tout perdu, même si quelquefois elle hésite à prendre en main son propre destin. L'enfant qui naît doit tituber avant de marcher. Et des exemples comme ceux de M. Aipo, de Vérone et de Dofou sont des exemples qui inspirent, qui doivent amener nos jeunes à construire. J'ai souvent dit quand je parle bravo, 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 mais je ne peux pas m'empêcher de dire bravo si ce que j'ai en face de moi est extraordinaire. Monsieur Aipo, bravo à vous. Bravo. Merci. Merci beaucoup, le sage. Et j'ai quand même envie de vous poser la question de savoir aujourd'hui que pensent vos parents de vous, de votre choix. Non, aujourd'hui, je suis un homme. J'ai droit à la parole au conseil de famille.
Et je suis sûre qu'ils sont très fiers de vous. Vous ne vous êtes pas trompé de chemin et d'option. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Ce n'est pas terminé. L'émission se poursuit, chers téléspectateurs. Et nous avons un très, très beau spectacle à vous présenter. Place maintenant au spectacle. Eh bien, vous allez adorer la légende tahitienne. Nous sommes avec Monsieur Nathan Guichet. Monsieur Nathan Guichet qui est notre bonjour invité. À tous, bonjour. Surprise, bonjour et bienvenue. J'ai envie d'être une enfant parce que les enfants de Côte d'Ivoire sont vraiment gâtés. Et ça sera chaud demain. Oui, demain ce sera mercredi. Du grand spectacle, du beau spectacle pour vous. Il y aura une séance à 14h et une séance à 17h. Ça va être vraiment de l'inédit et de l'incroyable spectacle. Venez nombreux. Il faut dire que c'est quand même plus de 40 représentations. Oui, pour l'instant, oui, on a commencé à faire plus de 40 représentations. Guyane, Guadeloupe, Martinique, île Maurice. Et on va continuer. En plus, on a une tournée africaine qui va commencer dans quelques mois. Et ben, on a hâte, voilà. C'est fou quand même. Moi, j'imagine 150 personnes.
150 personnes, vous êtes au total 150? Oui, il y a un staff de 150 personnes, oui, effectivement, pour plusieurs équipes de spectacle, parce qu'on ne peut pas être à chaque fois de partout, mais voilà, on se relaie. Et il y a 150 artistes qui couvrent ce spectacle, La Légende tahitienne, qui rencontre un succès, mais vraiment de partout. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez offrir au public ivoirien? Mais la première chose qu'on va vous offrir, c'est du rêve. Du rêve. Voilà, on va vous offrir du rêve. On va pendant 1 heure partir en Polynésie. On va découvrir une autre civilisation, on va découvrir une autre musicalité et on va tous comprendre à la fin qu'on est tous pareils et qu'on a tous un cœur qui bat et on a tous une âme d'enfant qui a besoin de vivre. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose, madame? Vous voulez ajouter quelque chose? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Bah, vous dansez très bien. Merci. Bah, je vous envie. Moi, j'ai envie de danser comme ça, mais j'arrive pas. Alors, demain, avec les enfants, vous êtes déjà prête? Oui, on se languit beaucoup et on se languit. D'accord. Merci beaucoup. Donc, spectacle, comédie musicale pour les enfants. Alors, ça sera un show qui va se dérouler à la salle Sofitel Hôtel Ivoire. Voilà, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire de 14h à 16h demain mercredi. Donc, vous êtes tous invités à venir mercredi. C'est ça, et j'aimerais remercier Smikey d'Africa qui fait tout son possible, Junior, qui s'occupe de nous et qui fait en sorte que les enfants en rêvent. C'est en grande partie grâce à lui. Il fallait que je le souligne, c'était important parce qu'il fait beaucoup pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est un petit message. Nous, on vous remercie. Merci de nous offrir ce spectacle et merci d'être venus sur le plateau de ce midi. On les raccompagne avec des ovations. Merci beaucoup. Et voilà, l'émission se poursuit. Salut Lia et merci de te livrer dans Chap Chap. Dis-nous, Liliane ou Lia? Liliane. Chanter ou danser? Chanter, évidemment. C'est ce que je sais faire en plus. Je suis pas très bonne danseuse. Zouk ou compas? Le zouk. Princesse Lover ou Tania Saint-Val? Oh là 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 là, c'est des chanteuses que j'adore. Je vais dire les deux. Pédicure ou manucure? Deux, tu m'as eu. Ville ou campagne? Ville. Pagneuse ou robeuse? Robeuse. Si, mais plus robe que pagne. Yaourt grotto ou crème star? Crème star. Youssoufa ou Singila? Singi. J'adore sa voix. Les patrons ou révolution? Tu me mets dans un de ces dilemmes. Les patrons. Pain brochette ou pain au chocolat? Pain brochette. Awabossim ou Afou Keïta? Awabossim. Football ou punching ball? Football. Mohamed Ali ou Mike Tyson? Mohamed Ali, c'est une légende. Didier Zokora ou Sérédier? Zokora. Jacquesville ou Grand Bérébi? Jacquesville. Noël ou Paquino? Noël. J'aime bien l'esprit de Noël. Draguer ou se faire draguer? Se faire draguer, c'est le plus intéressant. Collectionneuse ou donneuse de gourmand? On peut pas enlever les deux là. Donneuse de gourmet. Rico Amadj ou Stéphane Zabavi? Rico Amadj. On a plus de 10 ans d'amitié et c'est un grand frère adorable. C'est tout. Ouais. Merci beaucoup à Lia. Eh bien, l'émission est presque terminée. Mais pas totalement, puisque nous avons une invitée sur ce plateau. C'est Delphine Crisois, elle est aide-soignante en France. Également l'auteur du livre Mon colonel, mère de 2 enfants. Merci d'être présente sur ce plateau. Alors, parlez-nous de ce colonel, votre colonel à vous. Alors, on a Mon colonel, le dos d'une jeune fille et un billet en avant. On a un billet de 10 000 francs. En fait, l'image sur le roman, c'est la combinaison de tout ce qui se passe dans le roman. C'est une histoire d'argent, de jeune fille qui grandit dans un univers misérable, dans des quartiers difficiles d'Anyama, et dont le père est militaire, policier, on va dire.
Et voilà, l'argent, l'amour, le sexe et l'éducation sexuelle et la vie de femme dans la misère. Voilà, une œuvre autobiographique. Un peu autobiographique, un peu. Je me dédouane un peu des parties un peu violentes. D'accord. Alors, le lecteur, à quoi est-ce qu'il s'attend concrètement quand il parcourt les pages de ce livre-là? Alors, il est assez violent dans le sens où il y a beaucoup de sensibilité que ça ressort. Ça ressort toute la misère humaine, en fait, qu'on ignore, qui se trouve dans les quartiers difficiles. Et j'avais envie de mettre en exergue tout ça pour attirer l'attention des mamans en ce qui concerne l'éducation sexuelle de leurs enfants et des parents en ce qui concerne les loups cachés qui sont autour d'eux. C'est le tonton qui peut être demain l'amant de votre fille, voilà, attirer l'attention. Question un peu personnelle, j'allais dire un peu intime quand même. Est-ce que ce livre a été pour vous une sorte de thérapie? Ça a été une grande thérapie parce que j'ai décidé de me mouiller, j'avoue. Je suis passée par là, des moments difficiles, la prostitution. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de me mouiller, de me livrer pour sauver certaines vies et de dire aux jeunes filles que même quand c'est difficile, on y arrive. Je suis sortie d'Agnaman et aujourd'hui, je suis auteure. J'ai fait ma dédicace à l'Hôtel Ivoire et je reviens pour me battre pour les femmes. Donc vraiment, tout est possible. Bravo, 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 bravo. Merci beaucoup. Bravo pour votre courage. J'ai quelque chose à vous offrir. Ah, c'est gentil. Merci infiniment. Je vous offre ça. Et voilà. Je suis désolée, hein. Voilà, ce sont les avantages de mon métier. Bravo. Merci infiniment. C'est un livre à lire absolument. Il est disponible. Allez-y. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Merci infiniment à vous, très chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre numéro. Et joyeux anniversaire à Monsieur Da Silva.